monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo un peu particulière. Vous le voyez, je suis pas dans mes bibliothèques, je suis dans ma cuisine. J'ai essayé d'arranger les choses au mieux pour que vous me voyez bien. Ma cuisine n'est pas immense, elle est en couloir. Donc j'ai fait du mieux que je pouvais. On se retrouve pour une vidéo particulière parce que je vais répondre à vos questions. Je pense que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait sur la chaîne. Vous m'avez posé des questions sur Instagram et je vous ai proposé que, en y répondant, je fasse de la pâtisserie. Donc je vous retrouve pour faire ça, et comme pâtisserie, ce que je vais faire, c'est une tarte poire frangipane avec du chocolat. Ça avait l'air très très bon. Ça avait l'air assez facile et je vous mettrai la recette en barre d'informations. J'ai pris une recette assez facile parce que je me suis dit qu'en papotant ce serait peut-être un peu compliqué pour moi de bien me concentrer sur tout ce que je devais faire. Et voici les ingrédients dont je vais avoir besoin. J'ai pris une pâte feuilletée toute prête parce que c'est ce qu'il disait dans la recette et qu'en plus j'en ai jamais faite, donc j'avais peur de rater et de faire ça en vidéo, ça me paraissait un petit peu compliqué, mais voilà. En soi il n'y a pas tellement d'ingrédients et la recette a l'air facile à faire. Je vais déjà commencer en ramollissant un petit peu mon beurre, en le faisant passer au micro-ondes quelques secondes. Je vais commencer avec les questions sur les livres Booktube et Bookstagram. Comme ça, je me dis que ça peut intéresser la plupart d'entre vous. Et après, je passerai sur les questions plus personnelles. Et comme ça, si ça vous intéresse pas, vous n'aurez qu'à quitter la vidéo à ce moment-là. Parce que je me dis que ça n'intéresse pas tout le monde que je raconte ma vie. Première étape, j'ai fait ramollir mon beurre. Il faut savoir que je déteste le beurre, ça me dégoûte. Quand c'est cuit, ça va. J'arrivais pas à ouvrir ma porte en même temps que vous parlez. Quand c'est cuit, ça va. Mais dès que c'est cru, ça me dégoûte. Et rien que l'odeur, ça me dégoûte. On va commencer avec la première question. Un auteur ou une autrice avec qui tu aimerais faire de la pâtisserie? C'est un peu compliqué comme question, honnêtement, parce que j'ai pas du tout ce truc de vouloir absolument rencontrer des auteurs. Je suis quelqu'un d'un petit peu introverti et je verrais pas trop ce que je pourrais dire à ces auteurs si je les avais en face de moi. Donc il n'y en a pas vraiment un avec qui je voudrais faire de la pâtisserie. Ce que je me dis, c'est que je choisirais un auteur qui me raconterait des histoires pendant qu'on cuisinerait. Et donc peut-être Stephen King qui pourrait me raconter des histoires d'horreur en même temps. Ça pourrait être pas mal. On m'a aussi demandé si j'aimais lire des romances. Alors si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'en lis jamais. Je pense que sur ma chaîne, j'en ai jamais présenté une seule. Ah, peut-être une. J'avais un jour lu un Colleen Hoover, mais ça n'avait pas été une franche réussite. Donc non, je ne lis pas de romance du tout. Et j'ai jamais eu de phase romance dans ma vie. Donc je pense que vraiment, il n'y a jamais de moment où j'ai lu des romances et que j'ai vraiment aimé ça. Même ado, j'en lisais pas. Sauf si Twilight, c'est une romance. Ce qui est un petit peu le cas, mais c'est pas non plus le propos central de l'histoire. Ensuite, question difficile, si tu devais lire un livre en boucle pendant 2 ans. C'est super dur parce que je pense que même un livre que j'adore, eh ben, je m'en lasserais au bout d'un moment. Honnêtement, 2 ans lire le même livre. Ce qui est déjà sûr, c'est que je choisirais un livre qui est long. Comme ça, je me dis que je m'ennuierai pas en le lisant. Peut-être un Harry Potter. Peut-être un livre où il y a plusieurs niveaux de lecture. En vrai, je ne sais pas très bien ce que je choisirais. Là, je me concentre 2 secondes pour mesurer mon sucre. Donc en gros là ce que je fais c'est que j'ai mélangé mon beurre, ma poudre d'amande et mon sucre et que je vais essayer d'en faire une pâte plus ou moins homogène. Je vais venir rajouter des œufs à mon mélange pour un peu lier tout ça. Et je vais répondre à la question: quels sont tes conseils ou astuces en cas de panne pour renouer avec la lecture? J'ai pas vraiment de conseils ou astuces à proprement parler à vous donner parce que je pense que chaque personne va gérer ça complètement différemment. Donc ça, je pense que ça dépend de ce que vous aimez lire et de ce que c'est pour vous une panne de lecture, parce que peut-être que pour vous une panne de lecture c'est pas lire pendant 2 jours, mais pour moi c'est déjà le cas. Quand je lis pas 2 jours, je me dis ouh là là, il y a un problème. En tout cas, je pense que les manières de résoudre ça dépendent très très fort de notre rapport à la lecture. Je pense que ça peut être pas mal dans ces cas-là de lire soit quelque chose qui nous fait du bien. Ça veut pas forcément dire un feel good parce que ça dépend de vos goûts à vous aussi. Ça veut juste dire un genre dans lequel vous vous sentez à l'aise et dans lequel vous allez vous sentir bien. Peut-être que ce serait un thriller pour vous. Vraiment, comme je dis, ça dépend d'une personne à une autre. Ou ce qui peut être pas mal aussi quand on n'arrive pas à lire, c'est de lire des bandes dessinées.
ça va plus vite, c'est illustré. Peut-être qu'il y a un côté un peu plus accessible et un peu moins stressant qu'un roman. Voilà, ce serait ça mes conseils. Je suis pas une pro et pour être honnête, j'ai pas eu tellement de panne de lecture dans ma vie. Depuis que tu lis, les genres vers lesquels tu te diriges ont-ils changé? Eh bien, pas tellement. Parce qu'en vrai, même quand j'étais ado, je lisais pas beaucoup de romans ados. J'en ai lu un tout petit peu au début de l'adolescence, comme je vous disais, j'ai pu vous parler de Twilight, 4 filles en jeans, des choses comme ça. Mais en toute honnêteté, assez vite, vers mes 15-16 ans, j'ai commencé à lire des romans adultes. Pas forcément des choses super complexes, mais c'est vers ça que je me suis assez vite tournée. Et depuis, mes goûts n'ont pas tellement changé. Peut-être que je suis un peu plus ouverte qu'avant, parce qu'avant j'avais vraiment des genres vers lesquels je voulais pas aller, du style la fantasy, le fantastique. Je me disais non, j'aime pas. Après plusieurs essais, la fantasy parfois j'aime bien, le fantastique, j'ai quand même un peu du mal. Mais j'essaye d'être un peu plus ouverte d'esprit que quand j'étais jeune, où je lisais vraiment que les genres qui me plaisaient d'office et où je m'ouvrais pas forcément vers le reste. Donc ma patte, elle est en train de ressembler à quelque chose comme ça. Quel est le livre qui t'a fait le plus peur? En toute honnêteté, j'ai pas souvent peur quand je lis. Je trouve qu'il n'y a pas ce côté très effrayant que certains films peuvent avoir. Mais je dirais qu'un livre qui m'a bien fait stresser, c'est Cujo de Stephen King. Puis il y en a différents de Stephen King. Peut-être Cimetière aussi qui fait un petit peu peur. Mais il n'y a pas de livre qui m'a empêché de dormir la nuit. Pour toi, un bon livre, c'est quoi? Pour moi, un bon livre, c'est un livre dans lequel il y a des personnages forts. J'attache énormément d'importance aux personnages des livres. C'est eux qui vont porter l'histoire, c'est eux qui vont porter le roman. Et si les personnages ne m'intéressent pas, même s'il y a une action très forte, une intrigue très forte derrière, c'est déjà mal barré. Ça veut pas dire que les personnages doivent être attachants. Au contraire, j'ai horreur des personnages parfaits. Il y a déjà plusieurs livres qui m'ont déplu à cause de ça, parce que un personnage était trop parfait, trop lisse, et tout le monde l'adorait, tout le monde l'aimait. J'aime pas ça. Donc ça peut être des personnages détestables. Il faut juste que ce soit des personnages avec du relief. Moi, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui me plaît. Donc pour moi, un bon roman, c'est des bons personnages. Bien sûr, une intrigue qui suit, mais j'ai aucun problème avec les romans d'ambiance où il se passe pas grand chose. Bien au contraire, c'est souvent ceux que je préfère. Et justement, pour moi, un mauvais roman, ce serait un roman dans lequel il y a juste une succession d'actions, mais jamais de moments d'introspection, parce que c'est ça que j'aime le plus. Et enfin, un bon roman, pour moi, ça passe évidemment par l'écriture. Ça veut pas dire que j'attends une écriture sublimissime forcément, parce que parfois il y a des romans qui me plaisent avec des écritures très très simples. Mais il faut qu'il se passe quelque chose dans la plume, il faut qu'il y ait quelque chose qui m'attrape dans la plume, même si c'est une plume simple. Quelle est ta maison d'édition préférée? J'en ai pas. Honnêtement, je n'en ai pas. Si je regarde ce que j'ai dans ma bibliothèque, j'ai principalement du pocket et du livre de poche. C'est ce que j'ai le plus. Parce que j'achète très rarement des romans grand format neufs. J'en ressens en service presse, mais en acheter moi-même, c'est plutôt rare. Par contre, dans les livres de poche, une maison d'édition que j'aime beaucoup, c'est les éditions 10-18, parce que je trouve que c'est toujours de très très bonne qualité les ouvrages qu'ils proposent. Je vais mettre de l'eau à chauffer pour faire fondre mon chocolat au bain-marie. Je sais même pas si vous m'entendez quand je mets ma tête tout là-bas, mais bon, on fait des expériences avec cette vidéo. Tu échanges beaucoup de livres avec ta mère. Quel livre vous a valu des avis complètement différents? Effectivement, si vous me suivez un peu, vous avez peut-être déjà remarqué que je lis beaucoup de livres en lecture commune avec ma maman, ou bien des livres qu'elle me prête, qu'elle me conseille. Elle lit plus que moi, donc souvent c'est dans le sens où c'est elle qui me prête un livre ou qui me conseille un livre. On a globalement les mêmes goûts de lecture. Je sais qu'il y a certaines choses que je lis qui ne l'intéressent pas du tout. Par exemple la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, elle a plus de mal avec le cucu que moi. Ou si je lis quelque chose de plus jeunesse, je sais que ça l'intéresse pas du tout. Et puis il y a des choses qu'elle lit qui m'intéressent pas forcément non plus, mais c'est plus rare dans ce sens-là. Pour les livres qu'on a lus toutes les deux ensemble, il n'y a pas souvent des cas où on a des avis totalement opposés, mais dans les livres que j'ai lus dernièrement, il y avait une cosmologie de monstres que ma maman avait abandonnée et que moi j'ai lu jusqu'au bout et que j'ai plutôt apprécié, même si ça n'a pas été non plus un coup de cœur, on va être honnête. Combien de livres lis-tu en même temps? Un seul. Parfois c'est deux si j'ai une lecture commune en même temps ou que pour un challenge particulier je lis un livre. Mais je n'aime pas trop ça. Donc moi ce que je préfère c'est un livre à la fois, je trouve que c'est le mieux. En tout cas pour moi, c'est ce qui me correspond le mieux. Est-ce que tu aimes le théâtre? J'en ai lu pas mal quand j'étais à l'université. J'en lis presque plus maintenant que je n'y suis plus.
C'est pas le genre vers lequel je vais me tourner de moi-même. C'est pas le genre qui me fait le plus envie quand je sais pas quoi lire. Là, je vais découper mon chocolat en petits dés. Est-ce que tu pourrais parler de tes BD préférées? Je vais simplement vous en citer quelques-unes qui me viennent en tête comme ça de prime abord. Donc celles qui me viennent directement en tête quand on me parle bande dessinée. La première, moi ce que j'aime c'est Les Monstres d'Emile Ferris, qui est magnifique au niveau visuel. Il y a Il fallait que je vous le dise d'Aude Mermiot qui était sur un sujet très fort et aussi très très belle au niveau des dessins. Parole d'honneur de Leila Slimani est aussi un sujet assez fort et assez lourd. Et pour quelque chose de plus léger, Sacrée Sorcière, adapté du roman de Roald Dahl par Pénélope Bagieux, qui était très très cool. Est-ce que tu pourrais nous lire des citations d'un roman? Je vais pas faire ça maintenant parce que déjà j'ai les mains remplies de chocolat et en plus parce que ce serait compliqué en cuisinant. Mais il y a une vidéo que je vous ai faite il y a quelques mois, 6 mois environ, sur pourquoi est-ce que j'aime lire. Et là-dedans je lis des citations, donc je vous la mettrai en barre d'informations si vous voulez aller la voir et que vous ne l'avez pas vue. Quel est l'auteur dont tu as lu le plus de livres et celui dont tu n'as lu aucun livre mais qui te tente? Pour celui dont j'ai lu le plus de livres, j'ai compté, c'est Stephen King. J'en ai lu 13, donc c'est quand même pas mal. Il y a J.K. Rowling dont j'ai lu beaucoup de livres aussi parce que j'ai lu tous les tomes d'Harry Potter. J'ai lu Une place à prendre et j'ai lu sa saga de policier avec Cormoran Strike, les 3 premiers tomes. Donc j'en ai lu pas mal non plus, mais je pense que c'est Stephen King. Et celui dont je n'ai rien lu mais que j'aimerais découvrir, c'est Frank Buys. Je n'ai jamais lu cet auteur et j'aimerais bien un jour tenter, en commençant peut-être par ses romans plus ruraux, les policiers ruraux qu'il fait, ça m'intéresse pas mal. Quel livre conseillerais-tu vivement en cette période compliquée, et les films et la musique aussi? Le livre que je conseillerais en cette période compliquée, de nouveau ça dépend un petit peu de ce que vous aimez lire. Si vous aimez lire du feel good, franchement foncez là-dessus. Je pense que ça peut être pas mal. Moi je sais aussi que j'aime bien en cette période lire des livres qui vont me faire voyager, parce qu'on n'a pas l'occasion de voyager en ce moment. C'est quelque chose qui me manque pas mal. Au niveau du voyage, je vous conseillerais La maison au bord de la nuit de Catherine Banner, qui va vous emmener sur une petite île italienne, loin de tous les tracas de pandémie mondiale. Et je pense que ça peut être plutôt pas mal. Et pour les films et la musique, j'ai pas vraiment réfléchi. Moi, si j'ai envie de me changer les idées, je vais regarder un film que je connais déjà très très bien et dans lequel je plonge sans souci, du style Bridget Jones ou Love Actually ou quelque chose comme ça. Et en termes de musique, j'ai pas vraiment de recommandations à vous faire parce que je m'y connais pas très bien, tout simplement. Je fais donc cuire mon chocolat au bain-marie et pendant ce temps-là, je vais couper mes poires. Le type de littérature, genre, pays que tu aimerais découvrir. Je me suis rendu compte que je lisais très peu de littérature asiatique et africaine, donc ça pourrait être intéressant d'en lire plus et d'en découvrir plus. Donc si vous avez des conseils à me faire à ce niveau-là, n'hésitez pas, je suis plus que preneuse. Ton parcours de lectrice. Alors mon parcours de lectrice, j'ai pas grand chose à dire, j'ai déjà en partie répondu en plus un peu plus tôt. En vous disant que j'ai toujours lu plutôt des livres adultes. En fait je lis depuis que je suis petite. Mais il y a eu des périodes où j'ai beaucoup plus lu que d'autres. Mais globalement, j'ai toujours aimé lire. Et donc quand j'étais petite, je lisais plus des romans enfants, ça paraît logique. Mais à l'adolescence, j'ai commencé à lire des romans plutôt adultes. Après être passée par ma phase roman un petit peu young adulte. Et en fait, je lis parce que... Enfin, j'ai commencé à lire parce que ma maman a toujours lu. Et j'avoue que ça m'a donné envie. Et puis quand j'ai grandi... j'ai vu que mes sœurs lisaient beaucoup aussi et c'est quelque chose qui m'a pas mal stimulée. J'ai du mal à parler, à gérer mon chocolat qui est en train de cuire, mais je vais essayer de faire ça bien. Mais donc globalement un parcours de lectrice plutôt classique. Et oui, la lecture a toujours fait partie de ma vie. Je vous montre pas ce que je fais, mais là je suis en train de peler mes poires. C'est pas facile avec la caméra, en fait on ne voit pas mes mains et si je le montre plus j'ai peur de faire des bêtises. Quelle est ta plus belle rencontre d'écrivain? Comme je vous le disais juste avant, c'est pas quelque chose auquel j'attache énormément d'importance, les rencontres avec les écrivains. Donc ce que je dirais c'était peut-être l'année dernière, 2019 ou 2018, je sais plus, mais j'avais été invitée par Karine Lambert pour la sortie de son nouveau roman qui était Toutes les couleurs de la nuit, et avec plusieurs blogueurs et bookstagrammeurs, booktubeurs et autres, on avait été invités pour découvrir son roman. Et honnêtement, j'avais bien aimé cette soirée, même si j'avais un peu moins aimé le livre malheureusement. Mais c'était une soirée où on avait fait plein de petites activités. Alors c'est pas vraiment pour l'échange avec l'autrice
que je dis ça parce que je lui ai pas beaucoup parlé, hein, comme je vous disais, moi je suis un peu introvertie, mais c'est plus pour la soirée en elle-même et le concept en lui-même que j'avais trouvé très sympa. Comment choisis-tu tes lectures? Ben en vrai, souvent au feeling. Après, comme je participe à plusieurs challenges, pardon, il y a toujours des moments où je sais que je dois lire tel ou tel livre. Et quand je lis un livre, je sais globalement toujours quel sera le suivant sur ma liste. Dans le sens où je sais toujours le suivant que je vais lire après. Quelle est ta routine de lecture? J'ai pas vraiment de routine, ça va dépendre, j'arrête pas de prendre des bols et tout, j'ai l'impression que je fais n'importe quoi parce que je suis pas concentrée. J'ai pas vraiment de routine, ça dépend du moment de l'année auquel ça se passe. Donc ça dépend si je suis chez moi ou pas. Mais quand je suis chez moi toute la journée, bah, je vais lire plutôt le matin et en début d'après-midi. Et quand j'ai école, bah, je vais lire dans les transports en commun. Ça, c'est ma routine habituelle. Et souvent, je lis quelques pages le soir avant de dormir. Mais il n'y a pas, je pense, une routine très précise dans ma vie de lectrice. Ça dépend d'un moment à un autre. Et ça dépend de ce que je dois faire, tout simplement. Comme mes poires sont très mûres, un peu trop mûres, elles se décomposent complètement quand je les pèle, mais bon, c'est pas grave. Selon toi, quel est le conseil pour parler de ces lectures? Je dirais simplement que c'est de rester soi-même, de le faire avec sincérité et de toujours donner son vrai avis, même si c'est un livre qu'on a reçu en service presse. Je pense qu'à partir du moment où on n'est pas honnête avec les gens, ça peut pas fonctionner. Et surtout moi, ça c'est hyper personnel, mais je ne suis vraiment quasiment pas de compte où la personne aime tout ce qu'elle lit parce que je me dis c'est pas possible et que du coup son avis, ou alors je suis parce que la personne fait des belles photos ou autre, mais pas pour les avis livresques. Les personnes que je suis pour les avis livresques ont en général des avis assez tranchés, sinon ça m'intéresse pas trop parce que je me dis que c'est peut-être pas hyper honnête. Comment choisis-tu les challenges littéraires que tu fais? Y en a-t-il que tu fais chaque année? Oui, il y a des challenges que je fais chaque année. En fait, je pense qu'il y a que le Pumpkin Autumn Challenge. Ça fait 3 ans aussi que je participais au Black November, mais je le fais pas cette année parce que j'ai pas envie de lire que du thriller au mois de novembre, donc je lirai 1 ou 2 thrillers, mais sans me mettre dans un challenge précis. Et comment je choisis les challenges auxquels je participe? Ben, un peu par hasard, je vois si les menus me tentent, je vois si ça a l'air intéressant pour moi ou pas du tout. Et en fonction de ça, je vois. Et surtout, je vois si j'ai des livres qui rentrent dedans. Parce que si c'est pour acheter des livres, alors je préfère pas participer au challenge parce que je me dis que ça sert pas à grand chose. Et voilà, mon chocolat est fondu. On me demande aussi mon avis sur Bookstagram actuellement, avec les histoires de SP non rémunérés, de maisons d'édition qui font des partenariats en cherchant un maximum de bookstagrammeurs gratuitement qui vont lire leurs livres et qui vont faire leur promotion. Je sais pas trop quoi en penser. En fait, les services presse, moi j'ai un rapport un petit peu mitigé avec eux. Au tout début, quand j'en recevais, je voyais ça comme un immense privilège et j'étais super contente de recevoir des services presse. Et c'est vrai que au fur et à mesure, j'ai commencé à voir qu'il y avait un peu un double tranchant à ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à me mettre de la pression pour lire les services presse en temps et en heure. Et encore, je fais partie des gens qui n'ont jamais reçu beaucoup de services presse. Parce que je vais pas vers la maison d'édition pour demander tel ou tel livre, parce que j'ai pas envie d'être submergée de services presse tout simplement. Et en fait, maintenant j'en demande presque plus, parce que je me suis rendu compte que ça créait un stress chez moi, une pression, et c'est bon, j'ai assez de pression dans ma vie, j'ai pas besoin d'en avoir une en plus. Donc j'ai arrêté plus ou moins de demander des services presse, sauf si vraiment c'est un livre qui me fait envie comme jamais, alors là, je vais demander le service presse à la maison d'édition. Mais sinon, de manière générale, j'en prends plus trop, tout simplement. Et alors, concernant ce que je pense de la manière dont ça se passe sur Bookstagram, je pense que c'est libre à chacun. Les gens qui se sentent bien avec ça, tant mieux pour eux, franchement, c'est chouette pour eux. C'est clair que je trouve que les blogueurs, les bookstagrammeurs, les booktubeurs devraient être rémunérés pour le travail qu'ils font parce qu'on fournit un travail gratuitement. Parce que moi je me suis déjà retrouvée à lire des livres que j'avais même pas spécialement envie de lire, mais je me disais oui allez c'est ton job de booktubeuse entre guillemets de lire une dernière sortie et d'en parler. En plus la maison d'édition t'a fait confiance, t'a envoyé le bouquin, donc tu dois en parler et tu dois le lire. Et en fait non, rien ne m'y oblige, j'ai pas de contrat, je suis pas payée.
Donc maintenant j'essaye de relativiser par rapport à ça. J'ai des services presse que j'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire. En général c'est un service presse que j'ai pas demandé. Parce que pour les services presse que j'ai demandé expressément, je me vois mal ne pas les lire. Mais pour ceux que j'ai pas demandé, je vous jure que j'ai plus de scrupules par rapport à ça. Donc là, pour vous expliquer où j'en suis à ma dernière poire. Et puis on sera bon à ce niveau-là. Et comment réagis-tu face à l'évolution du nombre d'abonnés? Bah je réagis bien, j'ai pas non plus 20 000 abonnés, donc ça va, concernant tout ce qu'on disait juste avant avec la pression de Bookstagram, etc. Je sais que j'aurai jamais probablement 10 000 abonnés. Parce que je fais pas ce qu'il faut pour avoir 10 000 abonnés. Je lis pas les bons livres, je suis pas dans le coup à lire le dernier livre dont tout le monde parle. Je lis pas de jeunesse du tout, qui est quand même le créneau le plus représenté sur... que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, c'est ça qui est représenté. J'en lis pas, donc je sais pertinemment que mon nombre d'abonnés, il va avoir toujours plus de mal à monter. Après, voilà, je crache pas du tout dans la soupe, 3400 abonnés, c'est génial, je suis super contente de ça. Mais c'est juste que je sais que ça n'augmentera jamais énormément. Donc là, pour l'instant, moi je le vis très bien. Je suis très contente des abonnés que j'ai parce qu'il y a des super chouettes échanges et je le vois rien qu'en ayant fait cette demande de me poser des questions. Vous avez été hyper nombreux à jouer le jeu, j'étais tellement contente et voilà, je suis très contente de ce que j'ai et honnêtement 3400 personnes pour moi ça ne veut pas dire grand chose. J'ai jamais rencontré d'abonnés dans la vie, c'est très chouette parce qu'il y a des échanges mais au final entre mes 1000 et mes 3400 abonnés, j'ai pas senti une différence énorme, si ce n'est le nombre de vues et parfois des petits retours plus négatifs indirectement avec les pouces vers le bas dont je vous avais parlé assez récemment. On a fini avec toutes les questions sur les livres, sur Booktube et sur Bookstagram, donc on va passer aux questions un petit peu plus perso. Et je pense que pour ma tarte, j'ai terminé les différentes étapes préalables et que je vais pouvoir tout mettre ensemble et je vais répondre en même temps à vos questions personnelles. Je me rends compte avec cette vidéo que j'ai des problèmes de concentration parce que je sais même pas si je réponds correctement aux questions parce que je suis tellement occupée en même temps à faire ma tarte que je suis pas sûre de faire ça bien, mais je vais pas me faire un stress toute seule maintenant. On va continuer et on verra bien. Tout d'abord on m'a demandé comment j'allais, j'ai trouvé ça super gentil. Eh ben écoutez, ça va. C'est une période particulière pour tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se disent que c'est la meilleure période de leur vie. À part ne pas pouvoir voir mes proches, c'est juste ça qui est un peu compliqué. Mais sinon, à part ça, dans ma vie quotidienne, je vais bien et c'est très gentil d'avoir demandé. Quel âge as-tu? J'ai 28 ans. Et que fais-tu dans la vie? Ça, je vais répondre pour ceux qui ne savent pas parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur ça en plus après. Mais je vais vous montrer d'abord ce que je suis en train de faire. Donc, je suis en train de mettre ma pâte feuilletée, je vais venir découper là tout autour et puis faire des trous, mettre mon chocolat. Ensuite, je mettrai mon mélange poudre d'amande, beurre, sucre. Et je viendrai finalement mettre mes poires que j'ai comme ça à chaque fois coupées en deux. Et puis je mettrai tout ça au four et on verra ce que ça donne en sortant. Donc concernant ce que je fais dans la vie, je suis prof. Vous entendez sûrement l'ambulance derrière, surtout que j'ai ouvert ma fenêtre parce que je mourais de chaud. Donc je suis prof de français. Il y a plein de questions sur ça, donc je vais pas déjà expliquer à quel niveau, etc. parce qu'on me le demande juste après. Quel est le parcours pour devenir prof en Belgique? Ça dépend. Ça dépend à quel niveau vous voulez être prof. Je sais que le parcours il est différent de la France. Parce qu'en France, peut-être que vous avez des concours pour être prof. Enfin, en tout cas, je sais que les études c'est le plus simple. Pas simple pour réussir, mais en tout cas c'est plus facile d'accès en Belgique parce que tout le monde peut essayer les études qu'il veut. Donc il n'y a pas de concours d'entrée, des choses comme ça. Donc ça dépend si vous voulez être prof en primaire. Ouh, je vais pas me crever un œil avec ces ciseaux. Ça dépend si vous voulez être prof en primaire ou prof en secondaire. Donc, le secondaire inférieur c'est l'équivalent du collège et le secondaire supérieur c'est l'équivalent du lycée. Donc tout ça c'est différent, mais vous avez des différentes études. Alors j'ai peur de dire des bêtises, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vais directement répondre à la question suivante qui est les études que moi j'ai faites. Ce sera plus facile de vous expliquer mon parcours à moi parce que j'ai trop peur de dire des bêtises. Surtout que je pense que les études de prof sont passées de 3 ans à 4 ans. Je sais pas si c'est déjà effectif ou pas, enfin j'avoue que je me suis pas trop renseignée sur le sujet. Donc j'ai peur de vous dire des bêtises, donc je vais parler de mon expérience à moi.
Moi j'ai fait des études de langue et littérature française et romane. De nouveau, ça n'existe pas en France. C'est ça qui est très compliqué d'expliquer ce fonctionnement parce que c'est pas du tout le même en Belgique et en France. J'ai fait des études de langue romane, grosso modo c'est des études de lettres, tout simplement. Donc j'ai fait 5 ans d'université pour avoir mon diplôme et après j'ai passé mon agrégation pour être enseignante en secondaire supérieur, donc l'équivalent du lycée. Et on me demande à quel niveau j'enseigne. Je n'enseigne pas en secondaire supérieur, donc l'équivalent du lycée. J'enseigne en promotion sociale. C'est vraiment hyper compliqué de répondre à ces questions parce que c'est pas du tout la même chose en France. La promotion sociale, en gros, c'est l'enseignement pour les adultes. Ce sont que des élèves qui sont majeurs et en gros qui veulent passer leur CESS. Donc ils n'ont pas eu leur diplôme des secondaires et ils veulent le passer. Équivalent du bac. C'est compliqué de toujours parler en équivalent, mais en gros c'est ça. Et moi je leur donne des cours de français. Peux-tu nous parler de ton expérience d'enseignante? Était-ce une vocation pour toi? C'est ma 5e année d'enseignement, c'est ma 3e année dans la même école. J'ai fait des trous dans la pâte et je vais venir mettre mon chocolat fondu. Lors de ma première année d'enseignement, j'étais en secondaire et c'est pas une bonne expérience que j'ai vécue. J'ai accepté le premier travail que j'ai trouvé. C'était en secondaire et voilà, ça s'est pas bien passé parce que je me faisais un peu chahuter à l'école. Bref, c'était pas un très chouette moment. Maintenant que vous avez vu que j'étais allée de chocolat, je vais vous reprendre comme avant parce que c'est trop compliqué comme ça. Donc en gros, c'était pas une très bonne expérience cette première année d'enseignement et je ne voulais plus être prof après. Et donc j'avais un peu postulé à différents jobs en juin et finalement il s'est avéré que j'ai continué à être prof parce que j'ai trouvé un travail en ASBL, en association, pour donner des cours de français langue étrangère à des femmes qui parlaient pas français. C'était une ASBL qui ne s'occupait que de l'enseignement des femmes. Et ça s'est très bien passé. J'ai bossé là pendant 6 mois, j'étais en remplacement d'un congé maternité. Et donc je me suis dit, ah ça c'est chouette, ça me plaît. Et j'ai cherché encore un job là-dedans. J'en ai trouvé un autre à ce moment-là pour compléter mon année scolaire. Mais l'autre s'est moins bien passé, je m'ennuyais beaucoup. Désolée, j'ai été me changer, je mourais de chaud. Mais donc je disais, ça s'était pas bien passé cette seconde expérience parce que je m'ennuyais pas mal. Et en plus j'avais des horaires de bureau, donc même quand je donnais pas cours, je devais rester là. Et j'avais pas les vacances scolaires. Donc je me suis dit, bah écoute, là tu te rends compte que t'aimes bien enseigner avec des adultes, mais que t'aimes bien avoir ton confort, le confort de prof, et que t'as envie d'avoir tes congés, t'as envie de pouvoir être chez toi quand tu donnes pas cours. Et donc je me suis dit que j'allais chercher un travail dans l'enseignement de promotion sociale. Et j'en ai trouvé un facilement et donc voilà où j'en suis. Et est-ce que c'était une vocation pour moi d'être prof? Non, pas du tout. À la base, j'ai pas fait mes études pour être prof. D'ailleurs, j'ai fait mon master en édition et pas... j'aurais pu faire mon agrégation directement et c'est pas ce que j'ai fait. Mais j'ai pas forcément adoré mon master en édition, donc j'ai fait mon agrégation. De toute façon, je comptais la faire parce que c'était une sécurité d'emploi. On va pas se le cacher, l'édition en Belgique c'est un secteur un peu bouché. Donc j'ai fait mon agrégation et en fait bah, j'ai adoré. J'ai adoré mes stages et je me suis dit ben voilà, je vais bosser là-dedans. C'est pas forcément hyper appétissant à travers la vidéo, mais ça a l'air meilleur en vrai. On m'a demandé comment ça se passe avec tes élèves et tes vidéos. Ça se passe bien parce qu'ils ne sont pas au courant. Et je ne voudrais pas qu'ils le soient parce que ça me mettrait super mal à l'aise. Donc c'est pas quelque chose que je souhaite. Donc là tout se passe bien parce que personne n'est au courant. Aucun de mes collègues n'est au courant non plus. C'est quelque chose que je sépare beaucoup de ma vie professionnelle. Quels sont tes projets pour l'avenir pro et perso? Eh ben je vous ai parlé de ma vie professionnelle actuellement, mais le métier d'enseignant est un métier qui ne me correspond plus trop, en tout cas pas que ça. C'est un métier où je m'ennuie un petit peu. Pour être très honnête avec vous, j'ai l'impression que j'ai déjà fait le tour de la question. Sûrement pas, hein. C'est sûr que non. Mais ça ne fait que 5 ans que je fais ça et je sens déjà que j'en ai un petit peu assez. Et je sais que c'est pas le métier que j'ai envie de faire jusqu'à mes 65 ans ou plus, selon à quel âge sera ma retraite. Donc je vois un peu les choses différemment. Et là pour l'instant, je suis en train de faire une formation à distance de community manager. Je sais pas si je vais un jour bosser là-dedans.
Même si je bosse jamais là-dedans, c'est pas grave, ça me servira pour mes réseaux à moi. Mais ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, je me vois pas rester prof à temps plein comme je le suis actuellement. Et mes projets perso, voyager, faire plein de choses comme ça, et dans quelques années m'acheter une maison. Si tu pouvais claquer des doigts et changer de métier, que ferais-tu? Là, c'est la grande interrogation. Je me suis interrogée pendant des mois quand j'ai vu que j'avais plus spécialement envie d'être prof. Ce que je préfère dans mon métier actuellement, c'est l'aspect social. C'est aider les élèves, j'ai une super bonne relation avec mes élèves et c'est ce que je préfère faire. Et donc j'avais songé à bosser dans le social. Le problème, c'est que j'aimerais aussi un travail où j'ai une part de télétravail. D'où la formation en community manager, en plus c'est un domaine qui m'intéresse pas mal aussi. Et je me rends compte que je n'y connais rien, donc c'est intéressant. Je ne suis pas une personne carriériste, je trouve que c'est pas une tare de l'avouer, je l'avoue, c'est pas mon but dans la vie, c'est pas d'avoir une magnifique carrière. Mon but dans la vie, c'est d'être bien et d'être en accord avec moi-même. Et je pense que ça c'est un métier, le social, qui me permettrait ça. Mais pour être en accord avec moi-même et pour être bien, je dois avoir beaucoup de temps pour moi et pour développer les choses que moi j'aime. Et ça implique d'être pas mal chez moi aussi. Je vais aller enfourner ma tarte qui est prête et puis je continue à répondre à vos questions pendant qu'elle cuit. Quelles sont tes passions en dehors du monde littéraire? Je dirais voyager. J'adore voyager. Ce que j'aime le plus, c'est les choses très simples de la vie, être en famille, être avec les gens qui comptent pour moi et je sais pas si c'est une passion. En tout cas, c'est ce que moi je préfère. Ton premier et ton dernier voyage, j'ai choisi exprès de mettre cette question juste après. Mon premier voyage, le premier voyage dont je me souviens, c'est qu'on était parti en Égypte avec mes parents quand j'avais 5 ans, quelque chose comme ça. On est parti à Luxor avec mes parents, mes frères et sœurs et ma grand-mère. Et c'est un voyage qui reste dans ma mémoire. Et mon dernier voyage, juste avant le confinement, je suis partie à Milan avec ma sœur quelques jours. Et le dernier long voyage, c'était en été 2019. Où je suis partie au Pérou et en Bolivie avec mon copain. On avait prévu de partir en Jordanie au mois d'avril. Forcément, on n'a pas pu partir. Mais j'espère que ça reviendra vite. J'ai eu plusieurs questions concernant Kenzo. Il entend que je parle de lui. Comment est-ce que j'ai adopté Kenzo? En fait, je vous ai expliqué un peu tout mon parcours professionnel et quand j'ai commencé à devenir prof, j'ai de nouveau eu des horaires de prof, donc des demi-jours à la maison, des vacances scolaires. J'ai dit à mon copain que maintenant j'étais prête à avoir un chien. C'était un sujet qu'on abordait depuis qu'on habitait ensemble. Et pour nous c'était évident qu'on allait prendre un chien en refuge. Donc on a d'abord été dans un premier refuge et on n'a pas trouvé le chien qu'il nous fallait. Alors pas qu'on ait été exigeant, vraiment on regardait pas du tout genre la race du chien ou autre. On a trouvé un petit chien qui est super mignon, mais en l'occurrence, on aurait accepté n'importe quel chien. C'est juste qu'on voulait pas un chien trop grand parce qu'on vit en appartement sans jardin. Du coup, je me voyais pas prendre un berger allemand, j'aurais eu mal au cœur pour lui, le pauvre. Et on voulait un chien qui supportait quand même d'être quelques heures tout seul. Parce qu'il y a beaucoup de petits chiens très mignons et tout ce qu'on veut qui ne supportent pas du tout la solitude. Et ça, malheureusement, c'était impossible parce que mon copain travaille beaucoup et moi, je travaille quand même tous les jours. Donc ça c'était pas possible et donc on a fait un deuxième refuge beaucoup plus petit. Il y avait que 9 ou 10 chiens et là j'avais vu sur internet la photo de Kenzo et j'ai eu un coup de cœur et donc je l'ai montré à mon copain. On a été le voir, on a appris plusieurs petites choses sur Kenzo mais ça c'est une question plus tard. En tout cas on a été le promener, Kenzo il avait 7 ans à ce moment là. Et c'est trop bizarre parce que la première rencontre qu'on a eue avec Kenzo n'était pas du tout parlante pour ce qui allait se passer ensuite parce qu'il nous regardait pas du tout, il était pas du tout content en nous voyant. Après je comprends, il avait déjà été promené apparemment par plein de gens avant, c'est ce que les gens du refuge nous ont dit, mais chaque fois il n'était pas adopté, donc j'imagine qu'il s'attachait pas aux gens et il avait compris que ça servait à rien, enfin quoique aujourd'hui il a pas trop compris encore ce principe, mais bon c'est pas grave. Et donc moi je m'étais dit bah c'est pas grave, c'est un petit chien qui va être pas très sensible et c'est pas grave. Et en fait c'est tout le contraire. Donc voilà l'histoire de l'adoption de Kenzo. Et quand nous on l'a adopté, c'était un des chiens qui était là depuis le plus longtemps dans le refuge parce qu'il était épileptique. Et je pense que ça faisait peur à beaucoup de gens qui voulaient l'adopter parce que tout le monde le trouvait très mignon. Mais quand on disait qu'il était épileptique, personne ne l'adoptait. Alors qu'en vrai, nous on l'a depuis plus de 2 ans maintenant et il n'a jamais fait la moindre crise d'épilepsie. Est-ce que tu penses à prendre un deuxième chien? Et on m'a aussi demandé si je pensais à prendre un autre animal. Si je prends un jour un autre animal, ce sera un deuxième chien, mais ce n'est pas prévu. La luminosité est moins bonne ici, mais j'ai vraiment trop chaud près du four. Donc je disais, c'est pas prévu pour l'instant. Tant qu'on n'a pas de maison, dans tous les cas, non. C'est niette, 2 chiens dans un appartement, même si notre appartement n'est pas très petit, j'ai pas envie. Et en plus de ça,
de chiens, c'est quand même compliqué à gérer. Parce que, comme je vous le disais, on aime bien partir en vacances et faire garder 2 chiens, c'est compliqué et on part pas forcément dans des endroits où on prend nos animaux avec nous. Si on part en avion déjà, bah, c'est compliqué. Donc moi, j'ai pas très envie de chien. Mon copain a plus envie que moi quand on aura une maison. Lui, il a envie qu'on prenne un 2e chien. Et en plus, Kenzo n'est pas le plus grand des sociables au monde. Donc j'ai pas envie qu'il soit malheureux parce qu'on a pris un 2e chien. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de Kenzo ? On n'a pas toutes les informations sur l'histoire de Kenzo. Tout ce qu'on sait, c'est que son ancien maître est venu l'abandonner au refuge, donc il n'a pas été abandonné dans les bois ou autre. Il a été déposé au refuge et abandonné là. Et quand on l'a récupéré, on a eu son carnet de santé, il avait fait tous les vaccins et tout. C'est un chien qui a été dressé, il connaît plein de choses. On peut le promener dans tout Bruxelles sans laisse, et c'est pas grâce à notre éducation à nous qu'il sait tout ça. Donc il a été dressé, mais à la dure, ça se sent. C'est-à-dire qu'au tout début, quand on l'avait et qu'on élevait un peu la voix ou qu'on haussait le ton, avec un doigt comme ça, il se mettait en boule par terre et il avait vraiment peur qu'on le frappe. Apparemment, c'est un couple qui s'est séparé et donc trop compliqué tout seul de gérer Kenzo, qui est quand même le chien le plus simple à gérer au monde parce que il est sage, il est propre, il aboie pas. Enfin, vraiment, il est facile à vivre, mais bon. Tant mieux pour nous, j'ai envie de dire, mais bon, tant pis pour le petit loup. Et en plus de ça, les médicaments pour l'épilepsie coûteraient trop cher, alors que ça coûte environ 20 € par an. Enfin, je pense que c'est une personne qui se cherchait des excuses et qui n'avait pas envie de garder Kenzo. Et au moins, c'est une personne qui est venue abandonner son chien en refuge et qui ne l'a pas laissé crever dans un coin. Il a eu la décence de l'amener et de faire en sorte que quelqu'un puisse lui offrir une 2e vie, ce que je pense on fait plutôt bien et je pense que Kenzo est plutôt très gâté chez nous. Ça fait combien de temps avec ton copain la rencontre? Fin novembre, ça fera 8 ans qu'on est ensemble avec mon copain, donc ça commence à bien dater. Et la rencontre, ça s'est fait dans le cadre des scouts. Donc en Belgique, c'est beaucoup plus courant qu'en France, les scouts. Dans les jeunes, il y a plus ou moins un jeune sur 2 qui fait les scouts chez nous, c'est vraiment quelque chose de très fréquent. Et on était dans 2 unités différentes, mais dans la même ville, et donc on s'est rencontrés comme ça, il y a 8 ans. Et est-il un passionné de lecture comme toi? Il lit beaucoup, et je suis très contente de ça, parce que ça lui pose jamais aucun problème que je lise beaucoup. Si je lui dis, bah, ce week-end, c'est week-end d'amis, il est là, oh, pas de problème, il comprend tout à fait ma passion. Il lit moins que moi, mais il lit des choses toujours plus complexes. Il lit que des classiques ou des choses un peu compliquées et un peu lourdes. Ce qui est chouette, c'est qu'on va pas vers les mêmes livres en librairie et que donc on peut se recommander des livres l'un l'autre parce qu'on connaît les goûts de l'autre. Un plat à déguster jusqu'à la fin des temps, j'hésite. Mon plat préféré, c'est la pizza, mais jusqu'à la fin des temps, j'hésite quand même. Peut-être que je choisirais quand même des pâtes à ce moment-là. Et la dernière question est, comment fais-tu un mug cake? Je vais te laisser la recette que j'utilise en barre d'informations. C'est une recette super simple, sans beurre, parce que la fois où j'ai voulu faire un mug cake pendant le confinement, j'avais pas de beurre dans mon frigo. Et donc je te laisserai ça en barre d'infos. C'est tout pour les questions, j'en suis venue à bout. J'espère que j'ai réussi à répondre plus ou moins correctement parce que j'ai l'impression que c'était fouillis, que c'était compliqué de faire la recette et de répondre en même temps et je m'étais pas rendu compte de ça. Donc je vous reprends quand la tarte est cuite et quand je vais la goûter. Et voilà, la tarte est prête, elle a l'air plutôt bonne honnêtement. Je vais goûter ça dès que ça aura un petit peu refroidi et je vous dirai ce que ça vaut. Parce que ça a pas l'air bon. Regardez à la découpe, ça a l'air ultra appétissant parce que j'ai mis 2 fois plus de chocolat que ce qu'il fallait. Je vais en profiter pour aller faire une petite photo Instagram avec ça et puis je viendrai vous dire si c'est bon. Je suis en train de manger le petit gâteau, en vrai c'est délicieux. Je vous conseille de le refaire si vous aimez les poires, c'est très bon. Je ne l'ai pas laissé 30 minutes, moi je l'ai laissé une vingtaine de minutes. Mais c'est super gourmand parce qu'en plus j'ai mis 2 fois plus de chocolat. Je voulais vraiment vous remercier pour les questions qui m'ont été posées. Merci d'être toujours présent, de toujours regarder mes vidéos, de toujours me laisser des si gentils commentaires. Ça me touche beaucoup. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!